Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Alex Darmon. Bonjour, vous êtes journaliste politique, vous êtes également coordinateur, animateur de cette chaîne sur YouTube qui s'appelle Les Indécis. Pierre Gentillet, bonjour, vous êtes avocat. Jean-Luc Benamias est avec nous également, membre de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Jean-Luc. Bonjour et à tous ancien ancien membre du Conseil, presque ancien président de la République, ancien membre du CESE. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et également, vous avez publié un ouvrage, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, entretien avec Stéphane Rosès, aux éditions du CERF. Bonjour. Bonjour à vous. On va revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron hier, qui interpelle le président Netanyahou sur le nombre de civils qui ont été tués. On va en Palestine. Bref, on a pas mal de sujets avec vous. On va parler du président argentin qui a été élu, qui est une personnalité pour le moins étonnante. Mais on commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. J'aimerais bien avoir mon conducteur parce que je ne sais pas je n'ai pas les coups de cœur et les coups de gueule. On va commencer peut-être avec vous, Arnaud Benedetti. Alors moi, c'est un coup de cœur et un coup de gueule à la fois. C'est un coup de cœur pour les bouquinistes. Ah oui. Vous savez que pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on va déplacer... Il y a 600 boîtes de bouquinistes, je crois, à Paris. On va en déplacer 200 pour des raisons de sécurité. Et on vient d'opérer un test, justement, je crois, ce week-end, pour voir si finalement cette opération était faisable et surtout si on pouvait remettre en l'état ces boîtes. Alors, d'abord, il faut noter que pour eux, sur un plan économique, ça va leur poser quand même quelques difficultés. Il y a un manque à gagner important. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que il faut se rappeler que ces boîtes, elles existent pratiquement, elles ont commencé à être implantées à partir du XVIe siècle. Donc, c'est quand même quelque chose qui fait partie de l'image et de l'âme de Paris. Et je trouve assez regrettable que... Même pour une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques dont on aurait pu penser qu'elle pouvait se passer dans un stade, après tout c'est quand même le lieu traditionnel où se déroulent ces cérémonies. C'est le stade quand même qui, j'allais dire, emblématise l'olympisme. Je pense que, outre le caractère un peu démesuré, me semble-t-il, de cette cérémonie d'ouverture, c'est assez regrettable qu'un élément qui constitue un élément de patrimoine, d'héritage, de transmission autour du livre. Et on sait qu'en France, le livre est un objet qui est important. On a une tradition littéraire. Que l'on déplace quitte à bien évidemment plus tard le remettre, en espérant que ça se fasse dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas du tout certain d'ailleurs, en l'occurrence, parce que je crois qu'il y a un certain nombre de bouquinistes qui ont clairement, fait état des difficultés qu'il y aurait à remettre un certain nombre de ces boîtes. Je trouve assez regrettable, et ça dit quelque chose sur l'esprit du temps aussi, je trouve, quand même, parce que finalement, le spectacle, la marchandisation du spectacle l'emporte sur la transmission et l'héritage. En plus, ces bouquinistes, c'est un élément de l'identité parisienne. Bien sûr. Du patrimoine parisien. C'est fait partie de notre vie. Et du quartier latin, même au-delà d'ailleurs, en l'occurrence. Notamment. Donc, un coup de cœur pour eux et un coup de gueule aussi pour cette initiative. Oui, je partage, c'est absolument lamentable. Lamentable, je ne sais pas si quelqu'un... Surtout, Jean-Luc, que je ne vois pas tellement où est le danger par rapport à... Si, parce qu'ils disent qu'on peut mettre une bombe à l'intérieur. Personnes le long de la Seine. L'argument, Jean-Luc, c'est de dire on peut mettre une bombe à l'intérieur de... Oui, mais on peut mettre une bombe dans plein d'endroits sur les quais de la Seine. Dans de trop nombreux autres endroits. Globalement, pour enlever... parce que on enlèverait 200 bouquinistes sur une partie du parcours. Le danger, évidemment, est réel par rapport à l'exposition de centaines de milliers de personnes et ainsi de suite. Mais se dire que ce sont ces caissons de livres qui sont effectivement très anciens pour beaucoup d'entre eux et sans doute très durs à démonter et à remonter. Ça me paraît tout à fait aléatoire et c'est un drôle de sens qu'on donne. Ah oui. Moi, je suis assez d'accord avec cette idée de déambulation sur la Seine. Ça va coûter un fric de fou, mais pour le reste, ça leur touchait au bouquin.
aléatoire. Non, mais c'est joli, une déambulation sur la scène, mais enfin, à quel prix, quoi? À quel prix? Ça, on le saura après les Jeux Olympiques, ou même si on a quand même les premiers chiffres, quand même, on sait que c'est la cérémonie qui va coûter l'ouverture de la cérémonie qui va coûter le plus cher. Non, mais moi, je suis d'accord avec tout ce qui est dit. En plus, d'autant plus que si on fait ça, cette déambulation sur la scène, c'est aussi pour montrer Paris. Et pour montrer Paris dans toute sa splendeur. Et ces bouquinistes, c'est aussi Paris. C'est aussi le charme de la ville lumière. Donc, l'enlever, je veux dire, oui, c'est un risque. Effectivement, on peut glisser des bombes et tout, mais bon, c'est pas que c'est pas grave, c'est qu'il faut faire en sorte que ça n'arrive pas et que la sécurité soit aussi au rendez-vous. Et ça coûte beaucoup d'argent aussi, d'ailleurs, de déplacer ces bouquinistes pour une durée très très courte. Donc bon, c'est encore un raté de la mairie de Paris, s'il en fallait encore un ces derniers jours. Je suis pas sûr que c'est la mairie de Paris. C'est l'État. Hein. Bah, si. Oui, mais la mairie de Paris ne fait rien pour défendre c'est la préfecture de police. Hein. C'est pas la mairie de Paris. Oui, mais c'est la mairie de Paris qui a décidé de faire ce défilé sur la scène qui implique des mesures de sécurité. Non, c'est Madame Hidalgo qui a clairement... Valérie, Madame Hidalgo n'est pas à la tête du CIO. Madame Hidalgo ne dirige pas. C'est Monsieur Estanguet qui dirige. J'ai rien contre Monsieur Estanguet, grand athlète, grand champion olympique. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc Madame Hidalgo soutient le fait d'avoir les Jeux sur Paris. Très bien. Oui, moi je suis assez partagé, c'est-à-dire que effectivement, je suis parisien et j'aime bien chiner quelques livres à la fois aux librairies et à la fois aussi, bien évidemment, auprès des bouquinistes des quais de Seine, et qui n'aiment pas faire ça. Et je disais tout à l'heure que c'est un petit peu l'âme du quartier latin, pas que, mais quand même, on aime bien aller jusqu'au quai de Seine Notre-Dame et chiner un peu. Ensuite, je comprends les impératifs de sécurité, c'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas toutes les données, c'est-à-dire que si vraiment... encore une fois, on parle de combien de temps? On parle de 3 semaines, 1 mois. Si ces gens sont dédommagés, et surtout si on ne peut pas faire autrement, et je rajoute encore ainsi, vraiment, il y a des risques pour la sécurité à laisser ces bouquinistes. Pardon, je peux le comprendre, même si encore une fois je vous le dis, moi ça me crève le cœur de ne plus les voir parce que c'est une partie de l'âme de Paris. Encore une fois, ensuite c'est temporaire, donc voilà, j'aurais un avis peut-être plus équilibré là-dessus, quoi. Bon, on continue notre tour de table avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Peut-être vous, Alex Zarmon, c'est un coup de cœur? C'est un coup de cœur pour Amnouch Almani que beaucoup connaissent, s'ils nous écoutent, je pense à la radio. C'est une réalisatrice, écrivain iranienne. Alors française, justement. Ouais. Elle annonce dans ce discours dont je veux parler qu'elle est française, qu'elle n'est pas iranienne, qu'elle n'est pas franco-iranienne, qu'elle n'a pas la nationalité iranienne, qu'elle a vécu là-bas jusqu'à 6 ans. Bref, en tout cas, Amnouch Almani qui opère tous les soirs chez vos confrères de LCI, que je trouve formidable. Honnêtement, c'est des gens intelligents comme ça. Ouais. On se dit, mais on aimerait plus les entendre, plus les écouter. Pourquoi ils font pas de la politique? Pourquoi ils font pas tout ce que les autres ne font pas, en quelque sorte? Et il y a un discours qu'elle a prononcé à l'hôtel de ville de Paris le 8 novembre dernier. Oui, c'est ça qui est fou, c'est que ça a mis autant de temps à sortir. C'était sous les radars. C'est parti complètement ce week-end sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi-même, j'étais passé à côté. C'était pour la remise du prix de la laïcité, dont elle a été présidente du jury, et elle a fait un discours formidable devant Anne Hidalgo, justement, dont on parlait il y a quelques secondes, devant son adjoint, qui était sur son portable la moitié du temps du discours. On peut le voir d'ailleurs à l'image. Je trouve ça un peu nul d'ailleurs. Ouais. Et elle a fait un discours formidable sur la laïcité, sur cette chance qu'on avait nous de vivre en France, et sur le fait qu'on avait tendance, par paresse, par peur, à ne pas défendre la laïcité comme on devrait la défendre, et qu'on laissait toute sa place à certaines religions, à une religion aujourd'hui, l'islamisme, et par conséquence l'islam, sur sa place, trop de place en France, et qu'on avait peur de dire les choses. Et j'ai trouvé son discours formidable, j'ai trouvé ses exemples formidables, j'ai trouvé son expérience, son partage d'expérience formidable. C'est 20 minutes, j'engage tout le monde à aller l'écouter. C'est formidable. Sur les réseaux sociaux, ça fait du bien d'entendre ça. Et elle a remis un prix au maire de Montpellier, Monsieur Delafosse, en le mettant en garde, en disant qu'elle ne faisait pas confiance aux politiques, qu'elle faisait confiance aux politiques pour les beaux discours, mais jamais pour les actes. Le maire de Montpellier, qui est un maire aussi, il faut le dire, très engagé, un maire de gauche, très engagé sur les questions de laïcité, il a entendu, je pense, ce message-là aussi. Et c'est ça que je trouve bien, c'est qu'elle a réussi à mettre du fond, en citant des auteurs, en citant la France tout au long de son discours, mais aussi en adressant des messages très forts autour de la laïcité. Donc je trouve que c'est un discours qu'on devrait montrer partout, pour vous dire vrai. Vous l'avez entendu? Non, je ne l'ai pas entendu, mais ça ne me surprend pas, parce qu'on connaît déjà ses positions sur la question. Mais c'est vrai que le problème, si vous voulez, il y a beaucoup de valeurs comme ça. Quand on commence à les défendre de manière très forte, ça veut dire qu'elles sont déclinantes. C'est un peu ça aussi que ça nous dit, malheureusement. Mais il est clair que lorsqu'elle dit ce qu'elle dit sur les politiques,
il est vrai que quand même, on a désarmé la défense de la laïcité depuis un certain nombre d'années, donc on ne peut que partager le fond de son propos. Mais en complément, allez lire le texte d'Enki Bilal sur l'Occident est en train de s'effondrer sur lui-même. Enki Bilal, qui est plutôt un homme de gauche et qui se dit profondément écœuré par ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, c'est effectivement un très beau discours à écouter de notre consoeur aussi, puisqu'elle est sur LCI, qui a été prononcé. Moi, je m'étonne qu'on ait mis autant de temps à l'entendre et à le découvrir. Mais c'est une femme formidable tous les soirs qui parle, qui donne sur LCI. Je finirai avec cette phrase pour cette première partie de Blaise Cendrars. Paris, la seule ville au monde où coule un fleuve encadré par 2 rangées de livres. Très belle phrase. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec vous. Mettez-vous d'accord, Alex Darmon, oui, Alexandre, journaliste politique, votre chaîne sur YouTube, chaîne de débat politique Les Indécis, Pierre Gentillet, avocat, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et je rappelle votre dernier ouvrage, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, un livre d'entretien avec Stéphane Rosès aux éditions du CERF. Macron alerte donc sur le nombre de pertes civiles à Gaza. On va parler des maires de France. Vous avez entendu ce matin chez Jean-Jacques Bourdin et un petit peu partout ce constat sur l'augmentation des agressions de plus en plus fréquentes des maires et puis les candidats qui baissent. Beaucoup de communes qui ont du mal à trouver des maires et puis le nouveau président en Argentine qui ne manque pas d'interroger. On continue peut-être avec vous, Jean-Luc Benamias, sur ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Oui, c'est une actualité qui est il y a quelques jours sur l'autorisation la réautorisation par la Commission européenne pour 10 ans de plus du glyphosate, qui est un herbicide dont on sait aujourd'hui quels sont les dangers, par rapport notamment aux agriculteurs, dangers par rapport à ceux qui vivent à proximité, les personnes qui vivent à proximité, et dangers aussi par rapport à la biodiversité et animale et pour les plantes. Décision prise à la va-vite parce qu'ils n'ont pas trouvé une majorité au niveau du Conseil européen, des chefs d'État et de gouvernement, ce qui a donné l'abstention extrêmement courageuse de deux grands pays de l'Europe qui s'appellent la France et l'Allemagne. Et donc, on recommence pour 10 ans d'utiliser cet herbicide. C'est controversé parce que cet herbicide, au niveau de l'OMS, au niveau international, il est déclaré comme cancérigène. D'autres pensent que non. Il y a encore beaucoup d'études. Mais globalement, réautoriser pour 10 ans cet herbicide, car il n'est pas utilisé tout seul. Tout le monde connaît aujourd'hui le nom du Roundup, qui est fabriqué par Monsanto, une grosse entreprise d'herbicides et autres intrants et autres notions pour aider, entre guillemets, les agriculteurs. Il y a danger réel par rapport au risque de cancer. J'en sais quelque chose, je l'ai déjà dit sur cette antenne. Je subis, comme beaucoup d'autres Français et Françaises, un cancer. Et mon cancer, quand j'ai demandé il y a maintenant 15 ans quelles étaient les origines possibles, c'est un cancer environnemental. Et j'ai exactement le cancer qui concerne potentiellement les dégâts causés par le glyphosate. Mais vous avez été exposé au glyphosate ? Il m'est arrivé assez souvent de vivre à la campagne, de vivre extrêmement proche de la campagne. Quand j'ai vécu longtemps en Île-de-France, j'étais à côté d'énormes champs, tant mieux, il faut que les agriculteurs travaillent, mais j'étais à côté pendant des décennies, autour de ce qu'on appelle les champs de l'abri. Alors c'est très très polémique, très complexe. On avait vendredi Jean-Baptiste Moreau qui lui se réjouissait de cette décision en parlant d'études biaisées. Pierre Gentillet, vous connaissez le sujet ? Je connais le sujet. Non, c'est un grand mot. Je connais pas le sujet. Non, je vais pas m'improviser spécialiste, mais je voudrais compléter ce qui a été dit là par une déclaration sur France Inter du ministre de l'Environnement que je trouve absolument stupéfiante. C'est-à-dire que Christophe Béchu, donc notre ministre de l'Environnement, il faut bien comprendre que la France, sur le renouvellement d'autorisation du glyphosate, s'est abstenue.
Oui, c'est ça, c'est ça qui est très étonnant. Christophe Béchu, je trouve ça spectaculaire. Pardon, Christophe Béchu, donc sur l'absence de la France au Conseil de l'Europe sur le vote autour de renouvellement d'autorisation du glyphosate, a déclaré « Une abstention, ça vaut vote contre. On a essayé de trouver une position alternative à la position européenne. » Voilà, donc si vous voulez, quand on a des ministres comme ça pour nous défendre, on n'a plus besoin de personne, si vous voulez. C'est-à-dire, ces gens-là, non seulement sont là, c'est le en même temps, mais poussé jusqu'à son paroxysme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens sont d'une lâcheté incroyable. Il y a quelque chose autour du glyphosate, c'est une évidence. Il y a des lobbies autour du glyphosate. Moi, je trouve tout à fait inquiétant, effectivement, qu'on n'ait pas un vrai débat sur ces sujets-là et qu'il y ait tant d'intérêts privés qui s'agglutinent autour de cette question. Ça nous ramène aussi au fonctionnement de l'Europe. Je rappelle qu'il y a un bâtiment entier qui est dédié au lobby à côté, ou même, je crois, à l'intérieur même du Parlement européen. Donc ça pose aussi une question politique. Ça pose une question politique. Par rapport à ce que vous dites, vous devriez regarder la série Parlement sur France Télévisions, très bien, qui est vraiment super. Alors on voit pas le bâtiment en question, mais on le comprend et on le devine. J'ai entendu parler, Parlement sur France.tv, franchement, pour le coup, ça vaut vraiment le coup de regarder. Moi, ce qui m'ennuie dans cette question du glyphosate, c'est quand même, revenons quelques mois, quelques années en arrière, sur les déclarations du président Macron. C'était, on peut le dire, une promesse de campagne de sortir progressivement du glyphosate. Vous avez oublié, vous voyez. Ouais, mais c'était une promesse de campagne. C'est vrai. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est même plus une promesse, c'est carrément, je sais pas, tout le monde est amnésique peut-être, et nous, heureusement, mais même nous, vous voyez, on s'en rappelle même pas sur le plateau. C'est 2017. 2017, bah oui, d'accord, et voilà, justement. Encore plus grave. Et on est en 2023, bientôt en 2024, et là on en reprend pour 10 ans. Attention, parce que c'est compliqué aussi pour les agriculteurs, et je comprends Monsieur Moreau qui dit, qui s'en réjouissent, parce que vous pouvez pas sortir du glyphosate, et Jean-Luc, je pense que vous serez d'accord avec moi, vous pouvez pas sortir du glyphosate sans trouver une solution, une substitution claire, et travailler dessus. Seulement, moi je vais vous dire une chose, c'est que depuis 2017, et cette promesse de campagne du président Macron, du futur président Macron, on a perdu 7 ans. Voilà, on a joué, on a fait de la politique, on a essayé d'arranger les uns les autres, mais aujourd'hui, pourquoi on en reprend pour 10 ans ? Parce qu'on n'a pas cherché à trouver une solution de sortie. Et surtout, je termine là-dessus, aucun nouveau débat au Parlement européen et aucun vote des députés européens. C'est passé directement par la Commission européenne, avec évidemment cet accord, entre guillemets, des chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen. Mais le Parlement européen était totalement ignoré. C'est un déficit de démocratie assez important. Pierre Gentillet, on passe à toute autre chose avec vous, et vous vouliez revenir sur ce qui s'est passé dans la Drôme ce week-end lors d'une fête dans un village où ont débarqué des jeunes, appelons-les comme ça, mettons des guillemets, des hordes qui ont commencé à attaquer ceux qui étaient sur place, et un jeune, Thomas, a été tué de coups de couteau. Tout à fait, c'est-à-dire à Crépol. Donc Crépol, c'est un petit village de 600 âmes dans la Drôme. Et samedi soir, il y avait une fête qui était une fête du village, au centre du village. Et à 2h du matin, une horde d'une quinzaine de sauvages armés sont arrivés et ont blessé 17 personnes, dont 2 gravement, et un jeune de 16 ans, Thomas, a perdu la vie. Je voudrais juste vous dire en quelques lignes le récit pour qu'on se rende compte quand même que c'est pas que des faits divers, et que les gens comprennent bien le niveau de violence de ce qu'on vit, et que la France Orange Mécanique, dont un auteur, Laurent Berton, avait évoqué timidement les effets il y a presque 10 ans maintenant. Et il s'était fait évidemment houspiller, insulté par toute la gauche bien pensante. Je vais quand même vous dire un petit peu le récit en 2 phrases d'un des jeunes qui était présent, Maxence, 18 ans. C'était un bain de sang. Des jeunes de cité ont encerclé la salle des fêtes. Et plantaient les gens à l'aveugle. Le videur s'est fait trancher les doigts. On faisait un massage cardiaque à un jeune homme par terre. C'était le chaos. Cette affaire me rappelle aussi, donc concrètement, qu'est-ce qu'on a Donc on a une horde de racailles, il faut utiliser les mots. Mais qui sont-ils ? On sait qui ils sont ? On ne sait pas d'où ils viennent, il y a une enquête, on sait sur ces témoignages que ce sont des jeunes de cité qui étaient habillés en survêtement. Je reprends aussi un autre témoignage, donc ça aussi, c'est des petits marqueurs quand tout le monde était, justement, on les a reconnus assez facilement parce que tout le monde était habillé plutôt bien, donc si vous voulez, ils étaient facilement repérables. Ça me fait penser aussi à un autre drame, parce qu'en fait on parle de la France rurale ici, on parle d'un petit village de 600 âmes. Je regarde sur la carte, c'est tout petit, c'est à 20 minutes de Romans-sur-Isère. Exactement, de Romans-sur-Isère.
faire. Donc on est vraiment dans des endroits, je vais te dire, dans la France rurale. Ce drame, donc tué à coups de couteau, me fait penser aussi à un autre que je ne veux pas oublier. Qui est la mort d'Enzo, vous savez, ce jeune homme à la haie Malherbe, dont pareil, un village de 1500 âmes, qui cette fois-ci, je crois, était dans l'Oise, en tout cas plutôt dans le nord de la France, qui avait été poignardé pour un regard de travers par deux jeunes, comme on dit pudiquement aujourd'hui. Je voudrais juste vous dire ceci. Quand on a un jeune de banlieue qui se fait tuer, parce que cet homme, je pense à Naël, effectivement, ce jeune homme s'est fait tuer, on a 2 semaines d'émeutes. On a des torrents de débats sur les plateaux mainstream. On a des manifestations qui parfois sont, excusez-moi, indécentes. Quand on a des jeunes de la petite France rurale, des petits blancs, comme certains disent avec mépris, qui se font tuer, il n'y a pas d'émeutes. Il n'y a pas de voitures qui brûlent. Il n'y a pas de hurlements, de beuglements. Il y a toute une France qui reste digne, silencieuse. Voyez, et c'est peut-être parce qu'elle reste silencieuse, cette France-là, qu'on va pas beaucoup en parler, qu'on va ranger ça dans la rubrique des faits divers, comme TF1 l'a fait lors de son JT du soir. Vous voyez, moi je considère, aujourd'hui on en parle beaucoup parce que ça remonte sur les réseaux sociaux, mais c'est juste parce que ça remonte sur les réseaux sociaux. Je considère que sur ces sujets-là, il y a un mépris et une omerta, non seulement d'une partie de la classe politique, mais aussi d'une partie de la classe médiatique, parce que ces gens-là, ils ne hurlent pas et ils ne cassent pas tout. Voilà le problème. Commentaire, Alex Darmon. Ce que vient de dire Pierre, c'est terrible. Franchement, cette histoire est terrible. Juste pour préciser que TF1 a quand même ouvert... Non, mais ils ont ouvert quasiment le JT avec... Ils n'en parleront plus. Mais peut-être que c'est un problème, mais on peut pas dire qu'ils en ont pas parlé. Je viens de dire qu'ils en ont parlé. Voilà. Mais vous voyez, je regarde quand on tape sur ce fait divers, sur ce qui s'est passé. Oui, mais moi je dis fait divers. BFM rixe dans la drôle. France Info bagarre mortelle. Il y a des gens qui font la fête et ils se battent pas entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Les mots ont un sens. La façon dont c'est présenté semble détourner, en tout cas, la réalité de ce qui s'est passé, tel que Pierre Gentillet vient de la décrire. Non, mais la question, si vous voulez, la question aujourd'hui de l'insécurité dans des zones qui jusque-là étaient à peu près protégées, c'est une question qui se pose de plus en plus. D'abord, un autre phénomène qui est un phénomène qui n'a rien à voir avec celui-là, quoique c'est le fait qu'un certain nombre de maisons aujourd'hui sont visitées, le nombre de cambriolages n'arrête pas de croître, donc si vous voulez, on n'est plus du tout tranquille comme on pouvait l'être dans les campagnes. Il fut une époque où vous pouviez sortir de chez vous et laisser ouvert, il n'y avait pas de souci, cette époque est très lointaine. Mais alors la question est de savoir si on est face à un phénomène qui est un phénomène nouveau, avec, si vous voulez, une espèce d'exportation dans les campagnes, dans ce qu'on peut appeler l'ensauvagement ou la décivilisation, et auquel cas, en effet, c'est un phénomène particulièrement préoccupant et qui est grave, parce que ça signifie que ça se métastase, et ça c'est plutôt inquiétant. Soit on est finalement avec... il faudrait en savoir un peu plus sur les motivations de ces gens. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a une espèce de brouillard. Et l'autre point qu'il faut noter, c'est que, on critique souvent les réseaux sociaux, et moi aussi je les critique, mais force est de constater, c'est que c'est quand même, malgré tout, à l'origine, les réseaux sociaux qui ont fait monter, et qui font monter progressivement la visibilité de cet événement. Qui peut-être serait passé sous les radars totalement, ou en tout cas resté au niveau de la presse quotidienne régionale, s'il n'y avait pas eu à côté les réseaux sociaux. Bon, maintenant, il faut en savoir un peu plus, en effet, sur les origines de ce qui est un drame, parce qu'il y a quand même un jeune homme de 16 ans qui est mort, et 2 autres qui sont, je crois, en urgence vitale. Absolue. Une journaliste de TF1 qui nous écoute me dit mais on n'avait pas plus d'informations, donc compliqué de faire un sujet. On va les chercher. Quand on n'a pas. Oui, mais ils en reparlent. On va les chercher. C'est intéressant. Le phénomène est arrivé samedi. Est-ce qu'ils en ont reparlé? Est-ce qu'ils en ont reparlé après? Est-ce qu'ils vont en reparler ce midi? Est-ce qu'ils vont en reparler demain? Je trouve que c'est très intéressant la remarque de votre consoeur sur TF1. Je veux dire, un événement se déroule dans une cité. Il ne s'agit pas du tout de stigmatiser les cités pour ma part, mais un événement se déroule dans une cité, on va immédiatement chercher l'information. Ça se déroule dans un petit village du fin fond de la France, on n'a pas forcément ce réflexe. Comme si finalement il y avait une actualité à 2 vitesses, une actualité légitime et une actualité illégitime. Moi, ça me pose un problème. Je trouve qu'aujourd'hui, la France rurale n'est pas traitée comme elle devrait l'être traitée médiatiquement. Mais permet de dire aussi l'étonnement que j'ai eu hier sur la couverture de la manifestation pour Naël. Enfin, franchement, il y avait plus de journalistes. 500 personnes, plus de journalistes qu'au début en tout cas. Avec des propos immondes
monde tenu par un député, comme d'habitude Thomas Porte de la France Insoumise, on pourra en parler, c'est pas le même sujet. On va y revenir dans un instant avec vous, à tout de suite. Alors, c'est tout de même le sujet, Pierre Gentillet, qui monte, ce qui s'est passé, ce week-end dans la Drôme à Crépol. Il y aura, alors le journaliste de TF1 me précise qu'il y aura un sujet dans le 13h et dans le 20h d'ailleurs. Dans le midi à 13h et sujet ce soir aussi dans le 20h. C'était l'ouverture du JT d'hier. Et puis hier, le préfet et la mairesse ne voulaient absolument pas communiquer. Donc c'est vrai que parfois, quand on n'a pas les éléments, c'est compliqué. Et puis ce soir aussi, elle me précise qu'il y aura les trafics à Pisevin. Ok, donc le journal de France 2 en a aussi parlé. Moi, je regardais pas TF1, je regardais France 2. Vous m'excusez. Ouais. Moi, je trouve que c'est Rix, parce que ça serait une Rix. C'est pas une Rix, c'est un raid. C'est un raid. Non, mais j'ai bien compris. Une opération commando. J'allais y venir, Valérie. C'est assez dramatique, odieux, totalement intolérable. C'est pas non plus dans les fêtes de village, malheureusement. C'est pas très nouveau. Rappelez-vous, et c'est pas une fête de village là, c'est la fête à Bayonne. Il y a les grandes fêtes de Bayonne en fin d'été, où il y a pareil une bande de fous furieux qui ont blessé gravement ou même peut-être, si je me rappelle bien, tué une personne en plein milieu des fêtes. Globalement, ce que j'espère, et je pense que ce sera assez facile à faire, c'est de retrouver les auteurs. Car ces auteurs n'arrivent pas, comme c'est un village, comme vous l'avez dit, au nord de la Drôme, n'arrivent pas d'où ils viennent à pied. Donc forcément, on retrouvera, et la police et la gendarmerie, puisqu'il s'agit de la gendarmerie, à mon avis, retrouvera quasiment l'ensemble de ceux qui ont opéré. Oui, je pense qu'ils vont être, retrouvés, mais il y a je vous conseille, il y avait eu c'était un documentaire de Frédéric Ploquin sur l'arrivée de la drogue dans les campagnes, c'est-à-dire l'arrivée de la drogue et en consommation et également les dealers qui sont beaucoup plus tranquilles dans les campagnes que dans les grandes villes désormais. Donc il va falloir qu'elle est mobile. Par rapport à ce que vient de dire Jean-Luc, oui, c'est vrai que les bagarres entre villages et parfois entre villages différents, ça a toujours existé. C'est pas fondamentalement nouveau. Sauf que là, il y a quand même, en tout cas, le mode opératoire. Dans le mode opératoire tel qu'il est et tel qu'il semble apparaître, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez systématique et qui ressemble encore une fois à une action commando. C'est-à-dire que des gens qui se sont organisés, qui ont ciblé une fête de village et qui y sont allés, on ne sait pas pour quelle raison, ça encore une fois l'enquête le dira, les motifs on ne les connaît pas, mais qui ont quand même, pour le coup, ça c'est le moins qu'on puisse dire, utiliser des méthodes qui ne sont pas l'attaque à l'arme blanche, c'est quand même pas une attaque, je veux dire, qui était... C'est pas banal. C'est pas banal, ça signifie peut-être quelque chose, je dis bien peut-être, il faut être extrêmement prudent, et c'est pas le mode opératoire, si vous voulez, des rixes, comme on le dit, de village. Donc il y a quelque chose qui quand même, de ce point de vue-là, c'est pas une bagarre ce qu'il faut juste préciser, nouveau. Ce qu'il faut préciser, c'est à ce stade, je dis bien à ce stade, sur les éléments qu'on a, parce que c'est vrai que souvent on pense aux fêtes de village et moi-même je sais que j'en ai connu, c'est-à-dire à 2h du matin, concrètement les gens ont beaucoup bu, il y a non mais je le dis, il y a une bagarre qui débarre à cause d'une mauvaise drague ou d'un regard de travers. On n'est pas dans ça, on est à 2h du matin, une quinzaine de jeunes qui ne sont pas du village, qui débarquent, qui sont armés, qui poignardent, qui tranchent les doigts du vigile et qui poignardent 17 personnes, dont 2 gravement, et un enfant de 16 ans, Thomas perd la vie. Donc c'est pour ça que je rejoins tout à fait ce qui a été dit par mon voisin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un caractère commando ici, et je pense que ce serait se méprendre que de dire que c'est voilà une rixe, une bagarre. On a l'impression que c'est venu de l'intérieur. Ça vient de l'extérieur. Juste Alex et puis après Jean-Luc. Simplement pour essayer de voir un peu plus large aussi, c'est terrible ce qui est arrivé dans ce village. Mais moi, je suis frappé tous les week-ends, tous les lundis matins, quand on arrive, qu'on reprend notre semaine, de voir ce degré de violence dans notre société. Non, mais objectivement, bien sûr. Là, bien évidemment, on va avoir des faits qui vont tomber, qui vont nous être apportés, j'allais dire des justifications, c'est pas le bon mot, mais des raisons pour lesquelles ces voyous auraient fait ça.
mais c'est quotidien. On s'habitue à cette violence, on s'habitue à ces gestes incroyables. Là, on parle de trancher des doigts d'un vigile pour pouvoir entrer et poignarder d'autres êtres humains, et dont à l'aveugle, un gamin de 16 ans. Mais non, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et donc, il y a quand même un problème de sécurité aujourd'hui dans notre pays. Il y a quand même un vrai problème aussi, il faut le dire. Mais de sécurité, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes dans un village de 500 habitants. Il y a une fête de village. C'est pas pour rien que dans toutes ces fêtes de village comment ils arrivent avec des couteaux pour trancher des doigts? Des vigiles. Il y a obligation dans toutes les fêtes. Oui, mais il y avait un vigile. Il y a des services de sécurité privés qui entourent la fête. C'est pas pour rien. C'est parce que effectivement cette violence existe et qu'elle est extrêmement difficile à gérer et que dans ce cadre-là, toute fête de village, toute fête oblige à avoir des services. Mais il y en avait un. Mais je dis pas le contraire. Je dis ça. Je dis que à ce niveau-là, clairement, oui, il y a une violence dans la société qui est exacerbée, totale. Qu'il y a des fous furieux, car il s'agit bien de fous furieux, qui vont attaquer. Fous furieux, ça veut dire qu'ils vont attaquer une fête locale. Oui. Fous furieux, ça vous sous-entendez fou. C'est pas des fous, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Le criminel, si tu veux, Valérie. Juste une chose quand même, parce que moi ce que je voudrais dire, effectivement, vous avez tout à fait raison sur le fait, enfin tous ici d'ailleurs, sur le fait qu'effectivement il y a une violence qui monte dans la société, et cette violence nous oblige à adapter nos comportements, même un peu partout. On voit par exemple le nombre de résidences surveillées. Regardez par exemple à Marseille, le pourcentage de résidences surveillées, c'est impressionnant. Enfin bref, la société est de plus en plus violente. Moi ce que je voudrais simplement vous dire, c'est justement comment c'était avant et pourquoi ça a changé? C'est ces questions-là, je n'ai rien posé. Parce que là, on parle des fêtes de village. Effectivement, très souvent, maintenant, il y a des vigiles aux fêtes du village. Plusieurs, que sais-je. Moi, j'ai souvenir des fêtes de mon village, d'accord? Oui. Un village de 1000 habitants. C'était il y a 20 ans, 15 ans, d'accord? Quand j'étais jeune. J'y allais tout seul, j'avais pas besoin de mes parents. Il n'y avait pas de vigile. Tout le monde se surveillait. On était entre nous. Qu'est-ce qui fait que ça a changé dans notre société? Qu'est-ce qui fait que la France qui était hier, on ne la reconnaît plus, d'accord? Donc il va falloir un petit peu un moment ouvrir les yeux. Ceux qui ont attaqué ici, c'est pas des gens du village voisin a priori, ce sont des gens qui semble-t-il viendraient d'une autre cité. C'était des gens qui étaient habillés en survêtement, en tenue TM comme on disait tout à l'heure, et qui étaient, selon un des témoignages, un des jeunes qui étaient là, qui étaient des jeunes qui venaient d'une cité, qui étaient des jeunes de banlieue. D'accord? Donc je voudrais bien qu'à un moment on arrête de parler de la violence comme un phénomène météorologique qu'on ne peut pas contrôler et qui viendrait de nulle part. Non, je ne parle pas de vous. Non, je parle pas de vous. Rassurez-vous, c'est général là pour le coup. Mais il y a un petit discours ambiant qui au fond est un discours d'impuissance que je ne supporte plus. Et je me mets à la place des parents de cet enfant, encore une fois de la mère, des parents aussi d'Enzo. Je réinsiste sur ce gamin qui s'est fait poignarder il y a quelques mois à l'AM Malherbe. Mais vraiment, je me mets à la place de ces gens-là, et quand on leur dit voilà, vous êtes la victime d'un phénomène météorologique sécuritaire, ça va peut-être s'arranger demain. Enfin bref, au fond, tout ça c'est de l'impuissance. Je me dis mais quel crève-cœur, quoi. Quel crève-cœur. Bien sûr que le politique peut faire quelque chose, mais pour ça il faut qu'il ouvre les yeux. Ouais. Voilà. Je vois effectivement les mots ont un sens. Vous avez donc France Info qui parle d'une rixe, et vous avez la Tribune qui explique une fête qui dégénère. Bah bien sûr, une fête qui non, dégénère. C'est pas une rixe. Je suis désolée, c'est pas une rixe. Une rixe, ça veut dire, on va chercher la définition de la rixe. La rixe, c'est une bagarre entre deux bandes. Là, entre deux bandes qui veulent en découdre. Là, en l'occurrence, il y a une phrase de Platon qui disait la corruption des cités commence avec la fraude des mots. Et là, en l'occurrence, à force d'euphémiser, on fraude. J'en ai une autre de Nietzsche, encore un siècle de journalisme et les mots purons. Voilà. Alors rixe, c'est querelle violente, mais querelle pour querelle, il faut être de querelle violente accompagnée de coups dans un lieu public. Voilà, allez, on se retrouve dans un instant et on va revenir sur les propos d'Emmanuel Macron hier, l'adresse à Benjamin Netanyahou. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Mettons-nous d'accord. Peut-être on va faire un sujet de transition avec l'élection du président argentin, nouveau président qui vient d'être élu, Javier Milei, président ultra-libéral et anti-avortement, félicité par Trump. Je voudrais vous faire écouter sa voix. Écoutez-le. Zurdos, hijos de puta, ahí tienen. Las pelotas voy a pedir Estado. El Estado metete en el orto, la concha puta de tu madre. ¿Sabes qué? Me lo paso por el orto el Estado. Tomá, ¿sabés qué es esto, hijo de puta? ¿Sabés qué es? La bandera anarco...
Libéral tapioca. Voilà, puta, madre de puta. Puta de madre, je sais pas. On a compris, pas besoin de traduire. On a compris le sens. Cette élection est enfin, voilà, annonce. À l'image du monde, excusez-moi, Valérie. Oui. À l'image du monde. Avec ce qui se passe également à Madrid, enfin en Espagne ce week-end. Il n'y a que des arrangements à Madrid, en Espagne. C'est un peu différent. Oui, c'est un petit peu différent. Mais pas mettre. Non, mais on est quand même sur aussi de l'ultralibéral, non? En Espagne, c'est différent. En Espagne, c'est un problème institutionnel qui se pose. Ouais. C'est une crise institutionnelle que l'on traverse en Espagne. Oui, bien sûr. Là, mais là, c'est une élection, effectivement. Et vous avez vu le score? Oui. On nous a dit que ça serait serré. 55,5. C'est le président argentin le mieux élu depuis qu'il y a une élection suffrage universel. Et en plus, si on va dans le détail, c'est spectaculaire parce qu'il était deuxième au premier tour avec 6% de différence par rapport à celui qui était devant, je crois, à 36. Il avait quasiment pas de réserve de voix puisque le troisième candidat, c'était un candidat de gauche, de centre-gauche. Et finalement, il sera élu avec 56% des voix. C'est spectaculaire ce qui s'est passé en Argentine. Oui, c'est spectaculaire. Donc, on l'a vu avec une tronçonneuse. Il disait vouloir couper mais ça, c'était avant le premier tour. Ça, c'était avant le premier tour. Parce qu'il a modéré un peu son discours entre les deux tours, ce qui lui a permis de ratisser plus large. Voilà. Mais il y a une vidéo virale qui tourne sur les ministères qu'il va supprimer aussi. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est complètement folle. Incroyable. Supprimer le ministère de l'Éducation nationale, c'est ce qu'il dit dans la vidéo. Ministère du genre aussi et de la transition. Enfin, après, il y a une situation. Ça, vous pouvez avoir des idées de droite, d'extrême droite, à la limite. Quand je dis à la limite, c'est que c'est entendable dans son esprit. Supprimer le ministère de l'Éducation nationale, c'est complètement fou. Mais là, quand vous l'entendez, il fait peur. Hein. Alors, il y a une situation quand même économique en Argentine qui explique aussi le surgissement de ce type d'individus. Une inflation à 150%. On est à une inflation à 150%, des taux d'intérêt à plus de 100%, donc une économie qui s'effondre, et bien évidemment, ce qui explique vraisemblablement le succès de cette offre politique totalement disruptive, c'est le moins qu'on puisse dire, entre guillemets. Économie qui ne cesse de s'effondrer depuis les différents présidents successifs. C'est vrai. C'est pas nouveau avec l'ancien président. Hein. L'Argentine a du mal à s'en sortir depuis au moins 30 ou 40 ans. Ouais, mais ça a gagné en volume. Ça a gagné en volume, là. Donc vous dites quoi? Vous dites que c'est bien, Jean-Luc, alors? Non. Ah non, je dis pas que c'est bien, je dis pauvres Argentins. Oui, pauvres Argentins. Après, on verra bien. Franchement, pauvres Argentins, mais moi, je vais juste vous dire une chose. Quand je vous dis que c'est à l'image du monde, c'est qu'il y a un moment donné, on peut pas non plus se cacher les yeux. Il faut se poser des vraies questions. Enfin, je veux dire, dans un an, vous avez des élections aux États-Unis. Qui est capable de dire qui va gagner dans un an? Ça serait quand même historique. Trump a de bonnes chances. Justement, ça serait quand même historique que Donald Trump revienne et on compare ce nouveau président argentin. On dit que c'est un mélange entre Trump et Bolsonaro. Trump me paraît plus modéré par rapport à ce nouveau président argentin. À ce stade, mais bon, on verra. Regardez ce qui s'est passé en Italie il y a quelques mois. Regardez ce qui s'est passé en Italie il y a quelques mois. C'est l'extrême droite qui est passée. Regardez ce qui va peut-être se passer en France en 2027. C'est bien modéré, c'est ça qui est amusant. Voilà. Et je pense que d'ailleurs ce président se modérera aussi un petit peu, je dis pas complètement, mais un petit peu. Il a eu effectivement les félicitations de Donald Trump. Je suis très fier de toi, tu vas transformer ton pays et faire de l'Argentine à nouveau un grand pays. Je rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a critiqué la Chine et le Brésil. Il a dit qu'il ne voulait pas parler aux communistes et voilà, ça augure. Jean-Luc, vous voulez nous dire quoi? Vous avez suivi cette campagne? Je l'ai suivi et c'était comprendre la politique en Argentine, c'est extrêmement difficile. C'est une histoire qui date depuis les années 30, avec une succession de prises de pouvoir très composites, très délicate, très difficile. On a du mal à analyser ça d'un point de vue occidental et du point de vue européen. C'est très difficile. Personne ne pouvait prévoir effectivement. Après le premier tour, qui était d'ailleurs un premier tour avec 3 candidats qui avaient fait entre 30 et 35, il y avait personne qui était largement majoritaire. Personne ne pouvait prévoir que cet homme allait l'emporter. Voilà, moi c'est ce que je vous l'ai dit. Clairement, la situation en Argentine de déficit, de complexité entre les différentes régions de l'Argentine, entre la capitale, entre les différentes régions, fait que ce pays est extrêmement difficile à gérer, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça aboutit à ça. Clairement, je pense pas que ce nouveau président argentin pourra mettre
un tiers ou un quart de ce qu'il a défini comme politique publique, les mettre en place dans la façon dont il s'est exprimé, parce que effectivement supprimer tel ou tel ministère, notamment l'éducation, mais pourquoi pas d'autres, c'est totalement totalement infaisable. Vous preniez l'exemple de l'Italie, on s'aperçoit que, alors je vais le dire entre guillemets, mais quand même, grâce à l'Union européenne, Madame Meloni en Italie ne peut même mettre en place le programme qu'elle avait défini. Elle est obligée de respecter un certain nombre de cadres démocratiques européens dans lesquels nous nous trouvons. Oui. Pas le cas en Argentine. Oui. Mais alors l'Argentine, c'est quand même... Pardon, Jean-Luc Benyamin dit... C'est difficile à comprendre pour des Occidentaux. Alors le paradoxe, c'est que c'est le pays le plus européen d'Amérique du Sud, l'Argentine. C'est ça qui est assez étonnant. Ils ont une culture très européenne et ils ont une culture démocratique, même si il y a eu quand même une histoire de pronunciamento multiples et variés en Argentine. Et en même temps, c'est vrai que, à la limite, c'est pas très surprenant parce qu'ils ont une culture politique qui est assez populiste depuis finalement très longtemps. Le péronisme qui était l'adversaire du président sortant est un populisme au sens où on le définit dans l'histoire des idées. Donc, si vous voulez, il y a cette culture-là et c'est pas finalement très surprenant, encore une fois, au regard de cette situation économique. Non, mais ce qui est important, c'est qu'il a une très forte légitimité dans les urnes. C'est que non seulement il gagne à 55%, mais avec un taux de participation qui est assez fort, qui est plus de 76 ou 77%. Donc, si vous voulez, il y a eu une adhésion, manifestement, si ce n'est à son programme, en tout cas à ce qu'il représente et à sa personnalité. Quand je parlais de l'Espagne, c'était aussi par ces manifestations. Alors, c'est certes pas la même situation, mais vous avez quand même des groupes néo-nazis qui sont aujourd'hui très présents. Pas seulement, mais vous avez une poussée quand même ça couvre énormément. Vox, ça couvre beaucoup. Oui, mais Vox, attends, si je peux juste dire un mot, après je reviendrai sur l'Argentine, c'est que, là, ce qui se passe en l'occurrence en Espagne, on n'a pas le temps d'en parler, mais en Espagne, c'est avant tout, c'est avant tout la décision scandaleuse du gouvernement de gauche d'amnistier des antifas, l'extrême gauche, du fait des événements qui sont passés il y a quelques années en Catalogne et la répression qui a eu lieu. Je rappelle quand même le fondateur du parti politique, le fondateur, peu de monde s'en est indigné, mais le fondateur du parti politique Vox, qui est ici en cause. Attendez, il a failli mourir. On lui a quand même tiré dessus. Ça, par contre, curieusement, on n'a pas beaucoup parlé dans la presse. Donc, mais d'ailleurs, on parle très peu. Ce qui est scandaleux. Après, les groupes néo-nazis, c'est quand même extraordinaire qu'en France, on parle aussi peu de ce qui se passe actuellement en Espagne, qui est quand même notre voisin, et avec un pays avec lequel, historiquement, on a des liens, où il y a beaucoup de franco-espagnols, il y a beaucoup de gens d'origine espagnole, qui est vraiment un pays très proche. Et la situation institutionnelle en Espagne, parce que c'est une crise institutionnelle que l'on vit, parce que qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Sanchez a besoin des partis régionalistes pour composer une majorité au Cortés. Donc il va donner satisfaction. Il donne satisfaction aux Catalans notamment, qui ne sont pas d'extrême gauche. Je suis d'accord avec ce que dit Jean-Luc Benamias. C'est plutôt, c'est plutôt des démocrates chrétiens d'une certaine manière. Je les qualifie, pas tous, mais en tout cas le président qui est en exil. Celui qui était interdit de séjour en Espagne est démocrate chrétien, comme tu le dis. Oui. Mais la vérité, c'est que en effet, ça pose un vrai problème. Et la vraie question de savoir en Espagne si le roi va signer la promulgation de l'acte d'amnistie de ces militants nationalistes. Ça, c'est un vrai sujet à mon sens. Je vous ai emmené en Espagne, mais effectivement, l'Argentine, en tout cas, attendons de voir ce qui va se passer. Un mot sur Donald Trump. Alors, ce week-end, je vais quand même vous le citer parce que c'est quand même assez ahurissant. Il a expliqué, vous savez, cette histoire où il a été accusé de voir des prostituées. Il a expliqué donc sa femme n'y avait jamais cru parce qu'on évoquait une pratique sexuelle qui s'appelle le Golden Shower, et donc il a dit c'était absolument impossible parce que je suis germophobe, je ne supporte pas les germes. Donc vous imaginez le président des États-Unis raconter qu'il ne supporte pas les germes et qu'il est candidat à l'élection présidentielle. On est quand même dans un niveau politique absolument ahurissant. C'est éliminatoire. En France, ce serait éliminatoire. Mais là, non. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler donc de la position d'Emmanuel Macron assez peu lisible ou peut-être trop lisible à l'égard des Israéliens. Tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi. Donc hier, Emmanuel Macron a interpellé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur les trop nombreuses pertes civiles à Gaza. Il lui a rappelé la nécessité absolue, je le cite, de distinguer les terroristes de la population. Donc c'est cette phrase qui a évidemment fait beaucoup réagir. Il a également annoncé que la France accueillerait des enfants de Gaza qui ont été blessés dans les hôpitaux. Quand il dit de trop nombreux civils, le problème c'est qu'on ne sait pas le nombre, on ne sait pas exactement non plus de quoi il parle. Et je sais pas, qu'avez-vous pensé vous de cette intervention, Pierre Gentillet? Il a quand même, je pense qu'il est président de la République française, je pense qu'il a quand même des informations par ses services. Ensuite, le vrai problème pour nous, c'est que, si vous voulez, on est dans une espèce de guerre de l'information. Le Hamas communique ses chiffres, Israël communique ses chiffres. C'est très difficile de savoir. Ensuite, on voit quand même les images, l'état des bombardements. C'est certain qu'il y a des morts civiles et beaucoup de morts civiles. Donc de ce point de vue-là, moi je suis d'accord avec ce que dit le président de la République. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais rappeler ce que j'ai déjà dit, mais Israël a le droit de se défendre contre une attaque qui est une attaque terroriste, contre un groupement terroriste, qui est le Hamas. D'accord. Alors après, on n'est pas naïf, on sait très bien que l'attaque que va mener Israël aura, comme on dit, c'est un mot horrible, mais des dommages collatéraux. C'est-à-dire concrètement, il y aura des victimes civiles. Le problème, si vous voulez, c'est que ça fait quand même un certain temps que cette intervention a commencé, et on ne voit pas quelles sont les... on ne voit pas trop l'issue, c'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas de véritable avancée. Alors l'armée israélienne a progressé dans la bande de Gaza, mais concrètement on ne voit pas clairement l'issue, les objectifs, d'accord, mais quand est-ce que le Hamas sera extirpé? Et pendant ce temps-là, c'est ça le problème, c'est que pendant ce temps-là, les victimes civiles continuent, et je le dis, ça c'est leur affaire aux Israéliens, mais ça ne va qu'entraîner encore de l'hostilité à leur rencontre. Et surtout, deuxièmement, on commence à en parler maintenant, je raisonne en tant que Français, c'est les millions de Gazaouis et les réfugiés qui vont qui vont arriver. Les pays arabes autour, ils en veulent pas. Ils l'ont déjà dit. Où est-ce qu'ils vont aller? Et là, comme par hasard, hier, le président de la République, le président français, déclare que on pourrait commencer déjà à en accueillir. Donc, si tout ceci amène, comme ça a déjà été le cas, je rappelle, en Libye, mais dans des proportions tout à fait délirantes, à des flots de réfugiés supplémentaires, peut-être qu'il serait bien de commencer à s'intéresser un peu plus à cette guerre. Et pourquoi pas, moi je suis d'accord avec le président de la République, à calmer un peu le feu. C'est un peu long, mais une des solutions pourrait être cette fois-ci de lancer une opération internationale sur la bande de Gaza et pas simplement une opération israélienne. Ça fait quand même un certain temps que cette opération a lieu et je le dis, on n'en voit pas le bout. Non, on n'en voit pas le bout. On n'en voit pas le bout. Mais moi je crois que Jean-Luc, Jean-Luc. Pour être clair, quelles que soient les déclarations du président de la République française, par rapport à Israël et par rapport à ce qui se passe là-bas, notamment à la Palestine et les différents pays arabes, ça ne pèse en rien. J'allais le dire. Ce qu'il peut raconter ne pèse en rien. C'est ce que j'allais dire. Tout se joue en ce moment par rapport à la libération indispensable des otages, tout le monde le sait, entre M. Biden, le Qatar et différents pays arabes qui sont autour, notamment l'Iran. Vous avez raison. La France, là-dedans, je le redis, ne joue aucun rôle. Oui, parce que... La façon dont l'État français est intervenu depuis le 7 octobre et le pogrom du 7 octobre est une façon totalement incompréhensible. Le pour et son contraire. Dans ce cadre-là, il peut causer, il a le droit de causer, c'est son rôle, mais ça n'a absolument aucune influence sur ce qui se passe là-bas. Et il se met un peu tout le monde à dos. Il est intervenu aussi, c'est cohérent par rapport au logiciel d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'en fait, il surfe sur les événements et l'évolution des événements et l'évolution de l'opinion, mais il est très prisonnier aussi de ses opinions publiques, très fractionnées en France, ce qui explique aussi ses prises de position. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Luc Benhammer, c'est que malheureusement, la parole de la France, qui était importante dans cette zone du monde aujourd'hui, est profondément affaiblie et profondément fragilisée. Alors il y a des raisons aussi pour lesquelles elle est fragilisée, qui ne sont pas seulement liées à Emmanuel Macron. Si vous voulez, quand le général de Gaulle prend les positions qui sont les siennes au moment de la guerre du 6 jours, ou que Georges Pompidou réexprime au moment de la guerre du Kippour en 73, la position équilibrée de la France, il le fait dans une société française qui n'est plus tout à fait la même que celle que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça aussi, pour avoir une politique diplomatique forte,
il faut avoir aussi une société qui soit un peu, je veux dire, en cohésion. La difficulté, et on voit qu'Emmanuel Macron, il est complètement prisonnier de cela. Mais je suis d'accord, ça se joue aux États-Unis. Mais ce qui est important, c'est la suite. Et de toute façon, pour qu'il y ait une suite, il faudra que, tant au niveau de l'autorité palestinienne qu'au niveau du gouvernement israélien, les têtes changent. Il n'y aura pas d'autre solution. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais oui, je pense que c'est la bonne analyse, Jean-Luc. Effectivement, Emmanuel Macron parle. Oui, mais après, la France doit quand même s'exprimer. Bien sûr. Dit qu'elle dans ce cas-là, il faut avoir une ligne. Je suis d'accord. Il faut avoir une ligne, il faut avoir une colonne vertébrale, une vision. Je suis d'accord. Mais il faut quand même que le président de la République s'exprime. Il est amené à s'exprimer. On lui demande son avis. Moi, j'aimerais juste revenir sur une chose. Pierre, on parle des mots depuis le début de l'émission. Vous parlez d'une attaque d'Israël. C'est pas une attaque. C'est une guerre. On est dans une guerre complète. Oui, une guerre, mais Israël n'a pas attaqué les territoires. Si, vous avez parlé d'une attaque. Vous avez dit qu'il faut qu'on mette fin à la fin d'une attaque. Qu'Israël mette fin à son attaque. C'est une attaque. Non, c'est pas une attaque, c'est une réponse. C'est une réponse, oui, d'accord. Ok, vous avez raison. Non, mais on rentre dans une guerre. Mais on réplique au Hamas. Non, mais la question, c'est contre qui se dirige la réplique. C'est ça le problème. Je suis d'accord. Mais donc, on est dans une réplique, on n'est pas dans une attaque. Et de toute façon, c'est terrible. C'est une guerre et il y a un nombre de morts civiles qui est terrible. Et je ne connais pas le nombre de morts civiles du côté palestinien, et sans doute, et c'est certain, il est élevé, et malheureusement, c'est une guerre, et vous aurez des morts civiles à un moment donné. Et ça n'excuse en rien le comportement israélien. Mais moi, j'aimerais juste qu'on se mette en perspective quand même. Vous parlez d'hostilité, que le changement de l'opinion publique vis-à-vis d'Israël, ce que vous avez dit il y a quelques minutes, pareil, enfin, l'hostilité, l'opinion publique, elle est perdue pour Israël depuis le 8 octobre. On sait très bien qu'Israël va répondre, on sait très bien que ça va être... stades quand même. D'accord, je vais même aller plus loin depuis 1948. Dès qu'Israël réplique, qu'on rentre dans une nouvelle guerre, de toute façon, Israël est considéré, entre guillemets, comme le méchant. Donc Israël, si, mais... les opinions publiques occidentales soutiennent Israël. Alors franchement, expliquez-moi depuis quand les opinions publiques aujourd'hui, à part l'Allemagne, soutiennent... Mais attendez, France, le 7 octobre, enfin, quand il y a eu l'attaque... Mais depuis le 7 octobre, c'est ma réponse. Depuis le 7 octobre, vous êtes bien d'accord que l'opinion publique a changé. Mais justement. Mais pourquoi est-ce que ça change? Pourquoi est-ce que ça change? Parce qu'il y a une interrogation, et encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais il y a une interrogation sur la proportionnalité de la réponse de l'armée israélienne. Sur l'objectif, quand vous êtes dans une guerre, vous savez très bien que malheureusement, des fois, ça peut aller trop loin. Ça n'excuse pas. Ça ne doit pas aller trop loin. Comment vous voulez contrôler quand vous voyez les images? Une opération internationale, par exemple, une opération internationale. Par exemple, je pense qu'une opération sous mandat international pourrait être envisagée. Quand Emmanuel Macron parle d'une coalition internationale, tout le monde lui tombe dessus. Israël ne dépend plus de cela. Israël se défend, bien ou mal. Moi, je trouve que c'est pas terrible, mais bien ou mal, Israël se défend et à un moment donné profite de l'attaque terroriste du Hamas pour faire ce qu'ils ont envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire quasiment pousser ceux qui vivent à Gaza en dehors de Gaza. Voilà. Et qui peut régler ça? En tous les cas, vraiment que les Israéliens ont envie de pousser ça. Vous croyez vraiment objectivement que les Israéliens ont envie de pousser les Gazaouis? Au niveau des opinions publiques en France, on l'a vu lors des marches contre l'antisémitisme dimanche dernier. Moi, j'ai pas trouvé que c'était extrêmement nombreux, mais j'ai pas trouvé non plus qu'il y avait une opposition à ces marches dimanche dernier. Il y avait quel rapport? Une opposition de quoi? Quel rapport? Non, il n'y avait pas d'opposition aux marches. Il y avait des gens qui étaient d'accord. J'ai trouvé globalement qu'une majorité de la population française était d'accord avec ces marches. Avec les marches de lutte contre l'antisémitisme en France. Oui, c'était pas une marche contre le conflit israélo-palestinien, Jean-Luc. Ça n'a rien à voir. D'accord, c'était fait exprès d'ailleurs. Hein. Bon, ok. Non, pas tout à fait. Ok, très bien. Le propos était pas celui-là au départ. Vous avez vu des drapeaux israéliens la semaine dernière dans la marche? Vous y étiez, moi j'y étais. Non mais moi aussi j'étais à Paris de A à Z. Non mais très bien. Est-ce que vous avez vu des drapeaux israéliens en masse dans cette marche la semaine dernière? Non, j'ai dit très peu. Et donc est-ce que c'était une marche pour encourager Israël? Ce sont deux sujets différents. Non, c'est justement de dissocier et de décorréler. Donc la question, une partie du peuple français était bien en accord avec le fait qu'on devait lutter contre l'antisémitisme. Et lutter contre l'antisémitisme, c'est aussi lutter pour que le droit d'Israël à exister existe. Oui. Mais là, pardonnez-moi, je suis d'accord, on est d'accord sur tout ça. Sur tout ça, on est d'accord. En fait, la question, c'est l'opération, ou en tout cas, la guerre qui est en cours. Je reprends vos termes, je suis d'accord. En ce moment, dans la bande de Gaza, et les dérives, en particulier s'agissant des morts civiles, des bombardements, et finalement la proportionnalité de l'intervention israélienne au regard de la menace qui pèse sur son sol. Et l'issue. J'entends Pierre, mais ce qu'on ne dit pas de l'autre côté, c'est qu'il y a des roquettes qui tombent tous les jours sur Israël.
que si vous n'aviez pas est-ce que ça justifie pour autant qu'on parlerait de proportionnalité qu'on ne mesure pas s'il n'y avait pas le niveau de l'intervention israélienne? Est-ce qu'on parlerait de proportionnalité si vous n'aviez pas d'hommes de fer, si vous avez des morts en nombre du côté israélien? Qui attaque? C'est le Hamas. C'est pas les populations civiles, même s'il y a des populations civiles qui soutiennent. Donc c'est pour ça qu'on doit faire ce distinguo. Ça me paraît évident. On continuera ce débat une autre fois. Tout de suite, c'est l'heure des infos et André Berkoff. À demain. Très bonne journée sur Sud Radio.